Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue dans le contenu de cette 14e séance, toujours donc du module Relations économiques internationales. Donc, dans cette séance, nous allons continuer le contenu toujours du cycle de négociation commerciale donc de l'Uruguay à travers la présentation des négociations agricoles ou les négociations sur les produits agricoles. En guise de rappel, je précise que le cycle de l'Uruguay est considéré comme le cycle le plus ambitieux. Il est considéré également le cycle le plus lent et il est considéré comme un des plus importants dans l'histoire de l'institution du GATT. Pourquoi? Parce qu'il a introduit pour la première fois un certain nombre de produits dans les négociations, parmi lesquels donc les produits agricoles, les produits des services et un certain nombre de produits que nous avons déjà exposés. Que nous avons déjà exposés dans les séances précédentes. Donc pour les négociations sur les produits agricoles, nous allons le voir dans quelques instants, ils sont parmi les négociations les plus difficiles à cause des spécificités donc des pays agricoles présents au sein donc de l'institution du GATT. Ils sont également très difficiles parce qu'ils concernent deux ou plusieurs acteurs, parmi lesquels il y a les deux les plus importants dans le domaine agricole, à savoir la Communauté économique européenne, donc la CE, et les États-Unis d'Amérique. Tous les deux sont des importants acteurs dans le domaine du commerce international des produits agricoles. Donc, dans le contenu de cette séance, nous allons exposer trois éléments principaux. D'abord, les principales propositions des participants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs pays sont concernés. Donc, chacun va proposer des solutions pour le commerce international des produits agricoles. Deuxième point, la complexité des négociations agricoles qui vient donc des spécificités que j'ai signalées tout à l'heure, الخصوصيات التي تميز دول الفلاحية المتواجدة داخل أو الموقعة على اتفاقية الغات. Donc l'existence de trois types de pays, nous allons les voir tout à l'heure. Puis le troisième point que nous allons aborder, les divergences entre les États-Unis et la communauté économique européenne à propos donc du commerce international des produits agricoles, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments auxquels j'ai fait allusion déjà dans la séance dernière, principalement la question des subventions agricoles prises en compte par la politique de la PAC au sein de la communauté économique européenne. Donc, les produits agricoles sont depuis 1955 à l'écart des règles du GATT, de façon générale. Ils ne sont plus discutés. Pourquoi? Parce que c'est un secteur à problème, c'est un secteur dans lequel les négociations sont très dures, dans lequel il y a beaucoup d'opposition entre les parties contractantes. Donc on l'a éloigné, même si on a parlé de ces négociations au sein du cycle donc, de Tokyo. Mais ça reste des petites discussions qui n'arrivent pas à trouver des solutions concrètes aux divergences importantes
qui existent ou existantes entre les parties contractantes principales dans ce domaine. Donc les affrontements entre les parties contractantes à propos des produits agricoles sont courants dans les négociations à cause du point de vue divergent. On a اختلافات قوية ومتشعبة فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالتجارة الدولية للمواد الفلاحية. Pourquoi? Donc pour montrer le degré de divergence باش يبين مستوى ودرجة الاختلاف. Donc Dunkel, qui était le directeur du GATT, c'est pour cette raison que le secrétaire général du GATT, Dunkel, a écrit « Il y a dans ce secteur, c'est-à-dire le secteur agricole, presque autant d'interprétations des droits et des obligations qu'il y a de pays signataires. » Rien que cette phrase nous montre le degré de divergence. تقول l'auteur كل دولة عندها الشرح والتأويل الخاص بها للواجبات والحقوق المتعلقة بالتجارة الدولية للمواد الفلاحية. De plus, les politiques commerciales de plusieurs pays sont bâtis sur des régimes d'exception ou n'ont jamais été véritablement acceptés par les autres. En plus des divergences de point de vue, le secteur et les politiques commerciales des pays agricoles sont bâtis sur des régimes d'exception. Quand on parle des régimes d'exception, on parle de la question des quotas, on parle de la question des subventions. Et ces exceptions n'ont jamais été acceptées par les autres partenaires. Voilà un deuxième niveau de complexation des relations commerciales relatives aux produits agricoles. Résultat de cette situation, c'est la concurrence, le munafasa, est régie par la capacité financière des pays exportateurs à subventionner leurs exportateurs. النتيجة تاع تلك الوضعية المعقدة هو أن المنافسة على مستوى السوق الدولية تكون من وجهة نظر هؤلاء المنتجين عند ولا مبنية على الطرف الذي يتوفر على إمكانيات مالية للدعم. Résultat, la concurrence est régie par la capacité financière des pays exportateurs à subventionner. Donc le pays qui a plus de moyens pour subventionner, c'est le cas de la CE, mais c'est aussi le cas des États-Unis. On va le voir, même si les États-Unis sont contre la politique de la PAC, au niveau européen, elles aussi, ils subventionnent ces agriculteurs. Pardon. Donc les États-Unis, on va le voir, elles aussi subventionnent ces agriculteurs. Donc ce qui revient à écarter les pays en développement des marchés mondiaux. Donc إذا كانت المنافسة في السوق الدولية للمنتوجات الفلاحية يتم التأثير ديالها بالدعم، والدول اللي عندها دعم مهم هي الدول المتقدمة، فهذا يعني اوتوماتيكيا استبعاد الدول المتخلفة من الدخول في هذه التجارة الدولية. Donc ça, ce sont des propos extraits d'une interview de Dunkel dans
libération du 4 décembre 1992, c'est-à-dire la fin donc du cycle de l'Uruguay à peu près. Donc le commerce des produits agricoles ne représente qu'une faible part totale des échanges mondiaux, environ 11%. Donc ce n'est pas le poids des autres produits industriels et ce n'est pas non plus le poids du commerce international des services que nous allons voir dans la séance prochaine. Donc le rapport du groupe de négociation sur l'agriculture à mi-parcours a insisté sur la nécessité d'intégrer ce secteur dans les règles du GATT et il a invité les participants à présenter des propositions avant décembre 1989 pour atteindre cet objectif. Donc, ils ont décidé, ou les parties contractantes et les groupes qui travaillent sur le dossier d'agriculture, une fois les dossiers sont étudiés, ils ont décidé d'intégrer l'agriculture dans les règles du GATT. Et pour que ça se passe dans des bonnes conditions, ce groupe de négociation a demandé aux parties contractantes de faire des propositions. طلب من الأطراف المتعاقدة باش كل واحد منهم يقدم مقترحات لإدخال التجارة الدولية المواد الفلاحية تحت إشراف الGATT. Donc les principales propositions donc des participants, d'abord la CE, il a défendu le maintien de la spécificité de l'agriculture et demande une amélioration des règles existantes. Donc les Européens disent que l'agriculture c'est un domaine spécifique, c'est un domaine qui contribue à la production de l'alimentation mondiale, il doit être pris en considération. Cette spécificité, il doit être prise en considération dans les négociations et il demande aux États-Unis d'améliorer donc les règles existantes. Quand on parle de l'amélioration des règles existantes, les règles dont a bénéficié le secteur agricole, entre autres la question donc des subventions à l'exportation. Donc la CE était favorable au renforcement des liens entre les mesures à la frontière et les mesures intérieures. Les mesures à la frontière, donc tout ce qui concerne les droits de douane, les mesures intérieures, tout ce qui concerne la possibilité au sein des pays européens qui sont dans le cadre d'une union douanière, de trouver donc des solutions qui peuvent être en leur faveur. La CE était favorable à la réglementation, était favorable à la réglementation des subventions à l'exportation. Donc il sait que les États-Unis, qu'un des problèmes avec les États-Unis, c'est le problème des subventions. Donc il montre une volonté affichée pour réglementer donc les subventions à l'exportation. Donc ces propositions donc de la CE ont été mal reçues par les autres parties contractantes. On va voir la position des autres acteurs. Le Japon, donc on le sait, c'est pas un pays agricole, mais aussi c'est une puissance économique industrielle, mais aussi dans le domaine des services. Donc il insiste sur la nécessité de tenir en compte, lors de négociations, des préoccupations non commerciales. Il y a une sorte de rapprochement entre la position du Japon et celle de la CE, parce qu'il parle lui aussi des préoccupations non commerciales. Et la CE, elle parle de la spécificité de l'agriculture en tant que secteur. Donc, mais pour les Japonais, quand ils parlent des préoccupations non commerciales, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la stabilité des approvisionnements en produits agricoles.
Ils disent, attention, l'agriculture, ce n'est pas un secteur comme les autres, c'est un secteur qui est responsable de l'approvisionnement des différentes régions du monde en produits alimentaires. Donc il faut faire attention. Il nous garantit aussi la stabilité, peut-être politique, la stabilité sociale, mais peut-être parfois même la stabilité politique dans certaines régions du monde. Les États-Unis, de sa part, réclamaient une réforme globale de l'agriculture et son intégration au GATT. Donc alors que les Européens réclament l'amélioration des conditions existantes, la prise en considération des spécificités de l'agriculture, leur volonté de réglementer les subventions, les Américains, c'est tout à fait le contraire. Ils demandent une refonte, une réforme globale donc de l'agriculture et son intégration au GATT. Qu'est-ce qu'ils proposent les Américains? Ils proposent la transformation de l'ensemble des obstacles aux importations en droits de douane qui seront abaissés substantiellement sur une période de 10 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne va plus garder les spécificités, les obstacles qui bloquent le commerce international des produits agricoles. On va prendre ces obstacles, on va les transformer en obstacles tarifaires. C'est-à-dire, si un pays a des droits de douane de 10%, par exemple, et il a d'autres obstacles, on prend les autres obstacles et on fait 16% comme droit de douane, à condition que ces 16% disparaissent dans un espace-temps de 10 ans. Les États-Unis insistent également sur la nécessité de ne pas utiliser les mesures sanitaires et phytosanitaires comme des mesures et des instruments de protection. Donc là, c'est clair, les paroles sont destinées à la communauté économique européenne de la part donc des États-Unis. Pourquoi? Parce que les Européens n'hésitent pas de prendre en considération un certain nombre de facteurs pour se protéger donc de la concurrence américaine. L'exemple le plus flagrant à ce propos, l'interdiction d'entrée à la CE des veaux américains dont la croissance est stimulée par l'administration des hormones. Il y a بالنسبة للأوروبيين هاد اللحوم ولا حتى العجولة ولا اللحوم ديالهم اللي جايين من الولايات المتحدة الأمريكية واللي النمو ديالهم كان نتيجة الحقن تاع الهرمونات أو حقن الهرمونات، هما بالنسبة لهم هذا النوع من اللحوم ممنوعة في حدود التراب الوطني للسوق الأوروبية المشتركة. إذا بالتالي يعتمدوا على هذا المبدأ ويمنعون دخول هذا النوع من المواد إلى التراب الأوروبي. Pour les Américains, ça c'est un prétexte. Donc ils demandent à ce que ce genre de prétexte n'existe plus. Ils disent pourquoi? Puisque ces viandes issues de ce veau dont la croissance est stimulée par les hormones, puisque ils sont consommés aux États-Unis sans problème, pourquoi ils ne seront pas consommés en Europe, alors que les Européens interdisent ça? Donc pour les Américains, c'est juste une façon de bloquer leur importation de l'Amérique. En plus des États-Unis, la CE et le Japon, qui sont directement concernés par les négociations agricoles, plusieurs autres nations exportatrices des produits agricoles sont concernées. Donc la diversité donc, des pays dont j'ai parlé au début de la séance, d'abord on a les deux grands acteurs du commerce international des produits agricoles, à savoir la CE et les États-Unis. Le Japon, même s'il est un acteur important, ce n'est pas un pays agricole. Donc à ces deux pays-là s'ajoutent d'autres pays
agricoles qui sont organisées dans le cadre du groupe du Caire. Ces nations sont connues sous le nom du groupe du Caire. C'est l'Argentine, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Fidji, la Hongrie, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et l'Uruguay même. Ces pays-là, ils sont organisés dans un groupe qui s'appelle le groupe de Caire et ils sont majoritairement des pays agricoles importants. Le blé est un des produits agricoles les plus importants sur lesquels il y a la confrontation entre les États-Unis et la CIE. Pourquoi c'est un produit? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit important dans le système alimentaire mondial, notamment dans plusieurs régions du monde, à l'exception bien sûr de certaines régions de l'Asie où le produit principal est le riz. Mais à part ça, majoritairement, dans plusieurs pays du monde, le blé est considéré comme un élément principal du système alimentaire des populations, importantes dans le monde. Donc la complexité des négociations agricoles, le dernier élément, vient de l'existence de trois types de pays agricoles. ثلاثة الأنواع أو مجموعات من الدول الفلاحية بخصوصيات مختلفة. Le premier groupe, c'est les pays libre-échangistes, c'est-à-dire les pays qui sont pour la libéralisation des échanges des produits agricoles. Ils sont représentés par le groupe de Caire, c'est-à-dire les pays importants et les pays exportateurs des produits agricoles. C'est la totalité des pays que nous avons vus tout à l'heure qui font partie du groupe du Caire. Exemple, l'Australie, par exemple, tient 40% de ses recettes, de ses exportations, du commerce du produit agricole. Donc c'est un pays important, un pays agricole important et un acteur important dans le commerce international des produits agricoles. Ce groupe, il pratique un protectionnisme sélectif et subventionne peu leur agriculture. Donc peu de protectionnisme et subventionne peu leur agriculture. C'est ça la caractéristique de ce premier groupe de pays agricoles. Le deuxième groupe de pays, les pays importateurs. Le premier groupe, c'est les pays exportateurs, mais qui subventionnent peu. Le deuxième groupe, c'est les pays importateurs, donc ils sont fortement protectionnistes. C'est normal, s'ils importent, ils vont essayer de protéger leur agriculture respective, mais ils vont aussi imposer des droits de douane, donc ils vont être protectionnistes pour bénéficier des recettes des pays exportateurs vers leur territoire. Ils subventionnent considérablement leur agriculture, agriculteurs et agriculture, c'est normal, et ils exportent peu de produits agricoles, c'est le cas du Japon, de la Suisse et de la Norvège. Le troisième et dernier type de pays agricoles, les pays qui soutiennent beaucoup leur agriculture. Donc ce sont des pays exportateurs, comme le premier groupe, mais la différence, c'est que ce sont des pays exportateurs, mais qui subventionnent beaucoup leur agriculture et leurs agriculteurs. Ce sont les gros exportateurs des produits agricoles, les États-Unis et la communauté économique européenne. Ces deux parties sont en conflit permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence à propos de l'approvisionnement du marché européen et des autres marchés du monde en produits agricoles. Quelles sont les principales divergences entre ces deux derniers acteurs, la CE et la communauté économique européenne? Donc les États-Unis estiment que la politique agricole commune mise en place depuis 1962 par la CE est très éloignée des principes du GATT. Donc ils demandent pure et simple, d'une façon
directe la suppression de la PAC, c'est-à-dire la suppression des subventions accordées aux agriculteurs et à l'agriculture européenne. Le conflit à propos du blé, la CE est passée d'une nation importatrice du blé durant les années 70 à une nation exportatrice dans les années 80. Et puisque le blé c'est un produit, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, puisque le blé c'est un produit important du système alimentaire de beaucoup de populations dans le monde, donc la concurrence est très farouche entre la CE et les États-Unis. Donc progression de 54% de ces exportations du blé, c'est-à-dire des exportations de blé de la CE. Donc elle est passée d'un pays importateur du blé dans les années 70 à un pays exportateur dans les années 80. Ça montre l'effort et le résultat donc de la politique de la PAC mise en place depuis le début des années 60. Donc les politiques de la CE, cependant les États-Unis, la politique d'aide donc des États-Unis en 1989 lui ont coûté 67,2 milliards de dollars, alors que la CE a dépensé dans les aides 97,5 milliards de dollars. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même si les Américains contestent la politique de subvention de la CE, eux aussi, pour faire face à cette concurrence européenne, n'hésitent pas à mettre la main dans la poche et à subventionner l'agriculture américaine. La preuve, ce sont les 67,2 milliards de dollars de subventions accordées aux agriculteurs américains en 1989. L'Australie et l'Argentine refusent que les négociations sur le dossier agricole au sein de l'Uruguay Round soient limitées aux États-Unis et à la CE. Donc certains pays qui font partie du groupe du Caire, ce que nous avons dit, c'est un groupe important, qui regroupe les pays agricoles les plus importants. Donc l'Australie et l'Argentine refusent à ce que les négociations sur les produits agricoles soient accaparées uniquement des deux leaders, les États-Unis et la CE. Absence de droits de douane sur les oléagineux importés par la CE est une concession faite aux États-Unis pour qu'elle accepte la PAC de 69. Donc les Américains dans le cadre, donc les Européens dans le cadre des négociations avec les Américains. Donc les Américains, nous l'avons dit, ils sont contre la politique de la PAC et ses subventions. Donc pour qu'elle soit acceptée, les Américains ou les Européens ont offert une contrepartie aux négociateurs américains. Cette contrepartie, c'est la possibilité d'exporter les produits oléagineux vers le territoire européen. Les produits oléagineux, هو المواد الزيتية بمختلف الأنواع ديالها. Cependant, les États-Unis introduisent une plainte en 1986 devant le GATT dans laquelle ils précisent que les produits oléagineux bénéficient d'un traitement, moins favorable que les produits locaux. Donc c'est la violation de l'article 3. C'est-à-dire quoi? Les Américains ne sont pas satisfaits de leur contrepartie. Ils disent les Européens nous ont permis ou nous ont donné cette possibilité d'exporter les produits oléagineux sur le territoire européen, mais nos produits, une fois arrivés sur le sol européen, ils n'ont pas le même traitement que les produits oléagineux européens, donc ils ne bénéficient pas du même traitement. Donc pour les Américains, il s'agit là d'une violation d'un des principes du GATT, qui est la violation de l'article 3 principalement. Donc le rapport de 1990 du Conseil du GATT a donné satisfaction aux États-Unis. Ils ont
trouvé, les experts qui ont fait l'expertise ont trouvé que la plainte des Américains, elle est correcte, elle est vraie, donc ils leur ont donné satisfaction. Mais les Américains vont revenir de nouveau par une nouvelle plainte qui est déposée par eux en 1991 sur les nouveaux systèmes de soutien des produits oléagineux adoptés par la CE, c'est-à-dire que ne sont pas satisfaits, encore une fois, sur le même produit, sur le même dossier, celui des oléagineux, puisqu'ils considèrent que les oléagineux européens bénéficient donc du soutien donc de la communauté économique européenne. Donc leurs produits, même arrivés sur le sol européen, ne peuvent pas bénéficier du même traitement. Donc voici les éléments importants relatifs donc aux négociations agricoles au sein du cycle de l'Uruguay. On s'arrête sur ce point et à la séance prochaine pour l'étude du nouveau dossier sur le commerce international des produits et des services. À la séance prochaine.